Nous allons faire dans cette émission un point le complet possible sur la maladie d'Alzheimer avec une personne qui connaît bien le sujet, Olivier Deladoucette, qui est le président fondateur de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, votre parcours, et puis présenter la Fondation Recherche Alzheimer. Oui, ça fait maintenant 40 ans que je vis aux côtés des malades Alzheimer et que j'essaye de trouver des solutions pour cette maladie qui, à ce jour, n'a malheureusement pas de traitement pour guérir, mais en revanche, on essaie de la soigner. Et si je suis depuis 40 ans aux côtés des malades d'Alzheimer, c'est parce que j'ai choisi une spécialité un petit peu atypique. Je suis psychiatre et gériatre. Donc, j'ai deux spécialités. J'aime me définir comme un psychiatre gérontophile, c'est-à-dire qui n'a pas peur d'aborder les questions du vieillissement. Alors, quand vous faites cette spécialité, que vous êtes psychiatre et que vous avez une appétence pour les sujets âgés, très rapidement, on vous confie des personnes en perte d'autonomie psychique avec des gros troubles cognitifs parce que malheureusement, un des symptômes de la maladie d'Alzheimer, eh bien, c'est l'agitation, l'insomnie, la dépression, l'anxiété, parfois des idées fixes un peu délirantes, etc. Et où les psychiatres ont leur place. Et puis, les familles sont très souvent en grande souffrance et ont besoin d'être aidées, assistées, ce que je fais. Et au cours de ma carrière, il y a maintenant quasiment une vingtaine d'années, je me suis rendu compte, en côtoyant les chercheurs, à quel point ils étaient démunis parce que jusqu'à un passé récent, on avait tendance à considérer que la maladie d'Alzheimer étant la maladie du sujet âgé, et dans nos sociétés jeunistes, le vieux étant par définition l'autre, on considérait que les efforts de recherche devaient être confiés à d'autres, c'est-à-dire à personne ou à pas grand monde. Et donc, il n'y avait absolument aucune politique menée autour de cette recherche, ou en tout cas très en dessous de ce qu'on pouvait attendre, compte tenu des enjeux de santé publique que cela représente. Donc, j'ai créé une fondation dédiée à la recherche sur la maladie d'Alzheimer en 2004, qui s'est développée, qui aujourd'hui est au fond le premier contributeur privé de la recherche clinique sur la maladie d'Alzheimer en France, et qui finance tous les ans un certain nombre de programmes de recherche qui ont été sélectionnés par notre jury, qui est un jury international très exigeant. Donc, nous recevons en moyenne une trentaine de dossiers et nous en sélectionnons entre 5 et 10 par an pour faire avancer les connaissances sur cette pathologie. Alors, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Aujourd'hui, tout le monde a une idée un peu vague de la maladie d'Alzheimer. On sait que ça touche le cerveau, que la mémoire est souvent affectée en premier. Il est clair que si nous n'avons pas vraiment progressé au niveau des traitements, on a quand même fait beaucoup de progrès au niveau des connaissances depuis une trentaine d'années. En quelques mots, Alzheimer, c'est l'accumulation anormale dans le cerveau de deux protéines pathologiques. La première, c'est la protéine bêta-amyloïde qui va s'accumuler entre les neurones, et la deuxième, c'est la protéine tau qui va s'accumuler dans les neurones. Et c'est cette accumulation pathologique qui va finir par entraîner des troubles cognitifs. Habituellement, ces dépôts anormaux commencent dans l'hippocampe, qui est une structure, on en a deux, un dans chaque lobe, et très spécialisée dans le traitement de l'information dédiée à la mémoire. Et puis après, ça diffuse selon un gradient très variable d'une personne à l'autre, dans des régions aussi un peu variables. Et en fonction de la diffusion et de la localisation, les symptômes qui vont apparaître seront différents. Ça pourrait être troubles du langage associés à les troubles de la mémoire, troubles dits praxiques où les gens ne savent plus faire boutonner, bricoler, faire des gestes un petit peu complexes, troubles visuels, troubles de la reconnaissance, etc. Mais très rapidement,
enfin très rapidement, non, progressivement, le déclin cognitif va toucher toutes les fonctions intellectuelles et entraîner une perte lente et progressive d'autonomie. Ce que la recherche a montré, qui est tout à fait indispensable à comprendre, c'est qu'en réalité, cette maladie va d'abord avoir un impact biologique avant d'avoir un impact clinique. En d'autres termes, l'accumulation de cette protéine va se faire pendant 10 à 15 ans sans bruit. On ne va pas s'en rendre compte. On va accumuler cette protéine et pendant tout ce temps, le cerveau va essayer, comme il pourra, de compenser le déclin des réseaux détruits par l'accumulation de ces protéines. Et puis au bout de 10-15 ans, malheureusement, le cerveau ne pourra plus compenser et c'est là qu'apparaîtront les symptômes. Donc, c'est une maladie qui est précédée pendant de très nombreuses années par une signature biologique et ensuite, on va avoir des signes cliniques. Alors, c'est important parce que tout à l'heure, quand on va être amené à parler de la prévention, je vous expliquerai au fond quels sont les comportements qui permettent non pas d'empêcher la maladie, mais qui permettent de lutter longtemps contre elle et de faire en sorte qu'en dépit de cette accumulation anormale de protéines, on n'a pas de signes cliniques, on n'a pas de troubles de la mémoire, par exemple, qui vont apparaître. Donc ça, c'est, en étant très schématique, ce que nous savons de cette maladie. Donc c'est une maladie, au fond, mentale, parce que la plupart des symptômes sont des symptômes psychologiques et un petit peu cognitifs, mais qui a une origine neurologique, puisque c'est clairement dans le réseau neuronal qui est au niveau du cortex que se situent les lésions qui vont finir par détruire nos capacités intellectuelles. Aujourd'hui, où nous en sommes de la recherche, la bonne nouvelle, et ça c'est important parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas une aussi bonne nouvelle à annoncer dans le champ de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2021, il y a quelques mois, la Food and Drug Administration a validé une molécule qui est spécifique du traitement de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire pour ceux qui ont déjà la maladie. Pour les gens qui ont déjà la maladie, absolument. Jusqu'à présent, on avait des produits que nous proposions, mais qui étaient des produits symptomatiques. Donc, on agissait sur le symptôme, mais on n'agissait pas sur la cause du symptôme. Là, on agit sur la cause du symptôme. Et qu'est-ce que c'est? C'est un anticorps monoclonal qui va agir sur les plaques séniles, va les grignoter quelque part. Comme l'anticorps qui va attaquer un corps étranger comme une bactérie ou un virus, là, c'est un anticorps que l'on façonne pour qu'il aille attaquer ces fameuses plaques séniles qui s'accumulent dans notre cerveau. Il va grignoter les plaques séniles et débarrasser progressivement le cortex de ces protéines anormales. On en avait d'autres avant cette molécule qui ont été testées, mais elles donnaient des résultats sur les plaques séniles, mais pas de résultats sur les fonctions cognitives. Et pour la première fois, on a non seulement une diminution très nette de la charge de cette protéine anormale dans le cerveau, mais en plus, on voit apparaître une amélioration des fonctions cognitives. Cette molécule a beaucoup de défauts. Elle a une efficacité qui est limitée, elle coûte extrêmement cher, il faut la donner à des doses très élevées pour avoir un résultat, et en plus, il faut la donner à un stade tout à fait débutant de la maladie. Autant dire qu'elle ne va pas profiter à grand monde pour l'instant, mais c'est, si vous voulez, la petite lueur au fond du couloir, et on sait déjà qu'il y a d'autres molécules qui vont suivre, qui seront probablement un petit peu plus efficaces. Donc, elle ouvre la voie. On est à la première marche d'un long escalier, mais elle ouvre la voie vers, j'espère, un traitement efficace et définitif. Donc, c'est vraiment une date dans l'histoire de la maladie d'Alzheimer qui est tout à fait intéressante pour nous et qui est porteuse d'espoir. Dans combien de temps est-ce qu'on peut prétendre
proposer des traitements pour Alzheimer efficaces, faciles d'emploi. Il y a 10 ans, je vous aurais dit dans 15 ans, et là aujourd'hui, je vous dis probablement dans 5 à 10 ans. Donc, si vous voulez, la perspective est en train de se rapprocher, on est moins dans l'anticipation, hein, on est vraiment plus dans quelque chose de réel. Le problème, c'est que on manque de moyens, mais pas uniquement en France, c'est dans le monde entier. Comme je vous le disais tout à l'heure, bon, Alzheimer ne passionne pas les foules. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que si on ne trouve pas de solution thérapeutique, on va tous y passer. Enfin tous, une grande partie d'entre nous, parce que dans les pays développés, l'espérance de vie est pour les hommes de 80 ans, pour les femmes 85 ans. Et ça, c'est à la naissance. Mais les gens qui nous regardent là, aujourd'hui, déjà, s'ils ont la curiosité de regarder, c'est qu'ils ont un niveau intellectuel qui est élevé, ils ont une curiosité intellectuelle et ils ont probablement déjà un peu plus de 25, 30 ou 40 ans. Donc, leur espérance de vie, elle va avoisiner les 85-90 ans. Et à 85 ans, c'est 25% des gens qui ont Alzheimer. C'est-à-dire qu'un quart, voire un... Parce qu'en fait, moi, j'avais lu, et je voulais vous savoir si c'était vrai, j'avais lu qu'en fait, que la maladie, quelque part, avait toujours existé, mais elle apparaissait parce qu'on vieillissait, on vivait plus longtemps. Oui, clairement. Je vous rappelle que l'espérance de vie en France, il y a une centaine d'années, c'est-à-dire au début du XXe siècle, en 1900, l'espérance de vie dans notre pays était d'environ 50 ans. Donc, quand vous aviez 50 ans, c'était le début de la fin. Or, l'incidence de la maladie d'Alzheimer, elle commence à devenir vraiment importante à partir de 75 ans. À 80 ans, c'est 20%, à 85 ans, c'est 25%, à 90 ans, c'est 30%. Premier facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est donc l'âge. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'avoir avant. On a hélas, en France, à peu près 20 à 30 000 personnes qui commencent un Alzheimer entre 50 et 65 ans, ce qui est beaucoup. Mais on a à peu près 900 000 personnes qui commencent entre 75 et 90 ans. D'accord ? Mais s'ils n'ont pas Alzheimer, beaucoup de ces gens pourraient continuer à avoir une vie très intéressante, active, parce qu'aujourd'hui, on se maintient physiquement très en forme. Vous avez des hommes et des femmes de 75-80 ans qui sont vraiment encore très autonomes, très actifs, qui font des tas de choses. Et donc, c'est quand même très dommage à cet âge-là d'avoir une vieillesse totalement perturbée par ce déclin cognitif. Donc, il faut qu'on se prenne en main et les choses bougent un peu, mais on n'a pas cette espèce de dynamique qui permettrait vraiment d'accélérer les choses, comme on l'a eu par exemple pour Covid. Bon, on a compris que là, il y avait un danger immédiat, mais est-ce que vous réalisez qu'en 1 an et demi, on a trouvé un vaccin, ce qui était juste impossible à imaginer il y a encore 2 ou 3 ans. Donc, c'est plus compliqué le cerveau probablement qu'un virus. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une vraie nécessité que tout le monde se mobilise contre cette pathologie qui est, pour le XXIe siècle, probablement le principal enjeu de santé publique à venir. On va engloutir des sommes absolument colossales dans la prise en charge des patients atteints de maladies neurodégénératives et on va perturber, on va anéantir tellement de vies si on n'arrive pas à trouver des solutions. Quand les médicaments vont apparaître, en suivant votre logique, si je la comprends bien, est-ce à dire que, en fait, on pourrait même prendre ces médicaments en préventif à partir de 50, 55 ans, 60 ans, de façon à ce que cette protéine ne se développe pas dans le cerveau? Enfin, ces deux protéines. Alors, absolument. Absolument. C'est notre rêve à tous, mais qui pourrait être réalité. Mais il ne se concevra que si on arrive à élaborer en même temps que ce traitement précoce un diagnostic précoce. Et c'est ce que mènent beaucoup d'équipes, dont un certain nombre que nous finançons, des équipes de recherche clinique en France, et en particulier la Pitié-Salpêtrière, où on est à la recherche de ce que nous appelons des biomarqueurs. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est que quand vous avez une hépatite virale,
eh bien, bon, vous avez souvent des signes cliniques, mais pour vraiment être sûr que vous avez une hépatite virale, on vous fait un prélèvement sanguin et puis on recherche des traces du virus, de l'hépatite, et on vous dit vous avez une hépatite ABC. Aujourd'hui, avec Alzheimer, on n'a pas de test dit pathognomonique qui permettent comme ça, en un prélèvement sanguin, de dire vous avez Alzheimer, y compris lorsque la maladie est relativement avancée. On doit vous faire passer un IRM cérébral, une batterie de tests cognitifs, des entretiens, si possible, si on a un doute, on vous fait une ponction lombaire, etc. C'est long, c'est compliqué, et donc on ne peut pas le faire sur le plus grand nombre, et on ne le fait que chez des gens qui sont déjà avancés dans la maladie. Nous, ce que nous cherchons, c'est avoir un marqueur biologique qui permette chez des gens sans signe clinique, c'est-à-dire sans trouble de la mémoire, mais porteurs d'une protéine toxique, pouvoir leur dire attention, danger. Vous, on pense que si rien ne se passe, dans 5 ans, vous allez avoir une maladie d'Alzheimer cliniquement vérifiable. Donc, on veut pouvoir dépister chez le plus grand nombre des marqueurs de cette maladie d'Alzheimer. Alors, on les cherche, on a quelques pistes, mais on n'est pas encore aujourd'hui capable de proposer ce test de dépistage au plus grand nombre à un coût limité avec une réelle efficacité, parce qu'il ne faut pas se gourer. Il est évident qu'on ne va pas s'amuser à annoncer à quelqu'un qu'il a un risque d'Alzheimer si on n'en est pas quasiment certain. Donc, on travaille là-dessus, les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer qui permettront, lorsqu'on les aura trouvés, si vous voulez, l'idée, c'est par anticipation, on vous fera probablement, comme on fait aujourd'hui, des tests, des bilans complets à 60 ans, 65 ans, ou pour les hommes, par exemple, on dose le PSA. Eh bien, on vous dosera peut-être à 65 ans une molécule X. Et si vous êtes porteur de cette molécule, à ce moment-là, on vous dira, alors, on pense qu'il y a un petit danger, il faut aller vérifier et aller donc faire un complément de bilan avec peut-être un PET-IRM qui permettra de voir si vous avez beaucoup ou pas de cette protéine anormale. Vous voyez, donc c'est là-dessus qu'on s'oriente, et à ces gens-là, chez qui on pensera qu'il y a un vrai risque, on proposera un médicament pour bloquer le développement de cette, on va dire, de cette molécule dans le cerveau pour éviter qu'elle ne se répande entre les neurones dans le cortex cérébral. C'est un peu ça notre vision d'avenir idéale des traitements de la maladie d'Alzheimer. Et donc, si ça se fait, on sera devant quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de la médecine, où on aura un traitement préventif à proposer avant le traitement curatif. Est-ce qu'il y a des comportements, est-ce qu'il y a un environnement qui favorise le développement de cette protéine, donc favorise la maladie d'Alzheimer, et au contraire, est-ce qu'il y a à l'inverse, est-ce qu'il y a des comportements ou un environnement dans lequel on vit où on peut freiner le développement de cette protéine? Alors absolument. On a identifié des comportements vertueux et d'autres qui sont au contraire contre-productifs pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, à part les formes génétiques familiales qui sont heureusement très rares, c'est moins d'1%, où on a identifié des gènes qu'on connaît parfaitement, et dès lors que vous êtes porteur de ce gène, vous avez hélas un risque maximum de développer une maladie d'Alzheimer après 50 ans, mais ça c'est très peu de monde. La grande majorité d'entre nous, eh bien, nous n'avons pas de facteur de risque qui puissent être identifiés sur le plan génétique. Il y a peut-être des gènes, mais on ne les connaît pas très bien, qui jouent peut-être un rôle, mais on ne sait pas encore quel est ce rôle. D'accord ? Donc, ce que nous savons, c'est qu'il y a des comportements qui permettent à notre cerveau eh bien, de développer des stratégies pour compenser l'accumulation de cette protéine toxique. Tout ce qui aide le cerveau à compenser est un facteur protecteur. Tout ce qui empêche le cerveau de compenser est un facteur de risque. D'accord ? Sachant qu'à la base, on ne connaît pas aujourd'hui la raison pour laquelle, à part encore une fois les formes familiales,
la maladie se développe chez les uns et pas chez les autres. Donc, on ne connaît pas aujourd'hui de comportement, on ne connaît pas aujourd'hui de traitement qui empêche la maladie de se développer. Si elle doit se développer, elle se développera chez les uns et pas chez les autres. Et ça, on ne sait pas le dire, on ne sait pas dire pourquoi. Mais en revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des comportements, des attitudes qui vont permettre aux uns de vivre avec leur protéine anormale sans signe clinique pendant 15 ans et les autres ne tiendront que 5 ans. Alors, quels sont ces comportements protecteurs? Eh bien, essentiellement, c'est tout ce qui permet de développer ce que nous appelons la réserve cognitive. Réserve cognitive, c'est un terme pour désigner au fond la densité de neurones et de connexions entre les neurones qui définissent au fond une réserve d'intelligence, disons ça comme ça. Alors, c'est un peu comme un compte en banque. Plus votre compte en banque est fourni, et s'il y a un prélèvement automatique fortuit sur votre compte en banque, plus il sera fourni, plus il se passera de temps avant que votre banquier ne vous appelle en vous disant « vous êtes dans le rouge ». D'accord ? Donc, tout ce qui permet d'entretenir, de développer la réserve cognitive est positif vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer qui, elle, prélève inexorablement sur cette réserve cognitive, y compris pendant toute la période infraclinique. D'accord ? Alors, pour développer sa réserve cognitive, il faut avoir une vie intellectuelle enrichie, il faut être stimulé en permanence. Alors, il est clair que si vous faites un métier intellectuel, c'est plus simple que si vous faites un métier manuel. Mais même si vous faites un métier manuel, mais que vous avez des loisirs intellectuels, ça passe. Donc, c'est tout ce qui développe notre intelligence. Et ce n'est pas uniquement faire frénétiquement des sudoku ou jouer au Scrabble du matin au soir. C'est un ensemble de choses qui contribuent à développer notre réserve cognitive. Et ça commence très, très tôt. Je dis souvent qu'en réalité, la prévention d'Alzheimer, ça commence en CP. Parce qu'entre un gamin qui saura lire et écrire correctement, qui ensuite fera des études, ira dans le supérieur et ensuite aura un métier intellectuel valorisant, eh bien, il pourra, 70 ans plus tard, se défendre beaucoup mieux que celui qui sera à la peine dès le CP et qui ne pourra pas avoir ces métiers-là. D'accord ? Donc, on développe sa réserve cognitive et on l'entretient tout au long de sa vie. Et surtout, au moment de la retraite, on ne se met pas en jachère. Parce que ça, je vois ça aussi un peu, des gens qui n'anticipent pas la retraite et qui avaient un métier, des choses qui étaient entourées, stimulées, puis tout d'un coup, paf, tout s'arrête parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont bricoler pendant 25 ans. Mais pas du tout, on ne bricole pas pendant 25 ans, on bricole pendant 6 mois et après on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, on abîme son cerveau. Donc, il faut se remettre en question régulièrement. Il faut sortir de la zone de confort, il faut faire des choses, prendre des initiatives et garder la curiosité intellectuelle jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ne s'arrête pas. Le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc, il faut s'en servir tout le temps. D'accord ? La réserve cognitive. Après, vous avez les activités physiques. Et là, on est plus dans la dimension, on va dire, le disque dur. Il faut entretenir le disque dur qui est le cerveau. Le cerveau, c'est un organe absolument extraordinaire, mais qui est fragile, qui est au fond très robuste au temps, parce qu'il est particulièrement chronorésistant, puisque finalement, vous pouvez continuer à être très actif et pertinent intellectuellement à 80 ans, aussi bien qu'à 30, on va dire, alors qu'évidemment, vous n'allez pas courir à 80 comme à 30. Donc, on voit bien que le cerveau vieillit beaucoup plus lentement que, par exemple, le système musculo-squelettique. D'accord ? Mais il ne faut pas qu'il tombe en panne. Parce que quand ça tombe en panne, on ne sait pas réparer et c'est grave, un cerveau qui tombe en panne. Donc, il faut l'entretenir. On l'entretient en ménageant le réseau vasculaire parce que le cerveau est irrigué par des millions de vaisseaux qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui apportent à cet organe extraordinaire ce dont il a besoin de manière absolument indispensable, qui est le glucose et l'oxygène. Il ne vous échappera pas que si vous ne respirez pas plus de 4 minutes, si vous n'êtes pas habitué, ça va mal se passer pour vous. Et pour le glucose, c'est un peu la même chose. Si vous n'avez pas pris un petit déj
et que vous êtes très, très occupé et un peu stressé toute la matinée, vous risquez de tomber dans les pommes en fin de matinée. Tout le monde a vécu ça un jour dans sa vie. Parce que vous n'avez pas de glucose. Et que le cerveau, quand il n'a pas de glucose, il disjoncte. Eh bien, pour apporter le glucose, l'oxygène et plein d'autres nutriments au cerveau, on a un réseau vasculaire qu'il faut entretenir. Pour entretenir son réseau vasculaire, eh bien, il faut faire de l'exercice physique. Il faut faire de l'exercice physique. Il faut respecter son cœur. Donc, on fait attention au cholestérol, on fait attention à la glycémie, on lutte contre le diabète, on évite de fumer, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et on lutte contre l'hypertension artérielle. D'accord? Donc ça, c'est toute la dimension vasculaire. Après, on essaie de se protéger contre la dépression et le stress parce que ça ne fait pas bon ménage avec tous ces mécanismes compensatoires que le cerveau met en place pour essayer de lutter contre Alzheimer. On évite la solitude, on essaie d'interagir parce que quand on vit avec du monde, on stimule son cerveau, donc on fait attention à ça. On fait attention aux capteurs aussi, notamment les oreilles. Et en France, comme ailleurs, du reste, les hommes sont un petit peu pudiques avec ça. Ils deviennent très vite un peu sourds, plus que les femmes à partir de 65 ans, mais ils mettent toujours beaucoup de temps avant de s'appareiller. Or, j'arrive pas à voir le lien entre le fait d'avoir une audition qui n'est pas prise en charge et Alzheimer. Eh bien, parce que quand vous avez un problème d'audition, donc un début de surdité, vous avez moins d'informations qui arrivent au cerveau. Donc, votre cerveau est moins nourri. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un facteur de risque majeur de dépression. Quand on n'entend pas, on s'isole. Et quand on s'isole, on se déprime. D'accord. Donc, c'est un facteur de risque et qu'on peut éviter facilement maintenant. D'autant plus que les appareils sont de plus en plus petits et sont maintenant remboursés par la Sécu. Donc, on fait attention à ça. On fait également attention à son sommeil. Il faut dormir normalement. Il faut faire attention à ces troubles du sommeil parce qu'on s'est rendu compte qu'en dormant, non seulement notre cerveau retraite les informations, et tout le monde a vérifié que les nuits où on a mal dormi, le lendemain, on oublie beaucoup plus facilement les choses. Et puis en plus, on pense que pendant la nuit, le cerveau va nettoyer certaines zones. Et quand on dort mal, eh bien, ce processus est moins performant. Donc, on va probablement accumuler des toxiques qui, là encore, entravent les capacités du cerveau à compenser dès lors qu'il y a une maladie d'Alzheimer sous-jacente. D'accord? Donc, voilà, tous ces mécanismes contribuent à repousser l'apparition de la maladie d'Alzheimer dès lors qu'on est porteur de protéines anormales. Ils n'empêchent pas ces protéines d'apparaître, mais ils repoussent l'apparition des troubles. Et déjà, en soi, c'est pas mal. D'accord? En réalité, ce que je vous dis n'a rien d'extraordinaire. Ce que je vous dis, c'est tout simplement ce qu'on pourrait dire aussi à quelqu'un qui me demande « mais comment bien vieillir ?» Ben voilà, vous faites ce que je vous ai proposé. Peut-être qu'il faut aussi un peu faire attention à ce qu'on mange, mais quand je vous disais lutter contre le cholestérol, c'est évidemment faire attention à ce qu'on mange. C'est un petit peu lié. Il faut manger, si possible, une dose correcte d'oméga 3. C'est un peu tendance aujourd'hui, les oméga 3, qui sont ces acides qu'on retrouve beaucoup dans le cerveau et qu'on peut consommer grâce à certaines huiles, l'huile de colza, et puis les poissons des mers froides, comme le thon, comme le saumon et comme le hareng de la Baltique. Dernière question que j'avais, si on revient au traitement actuel, enfin, ce qui se déclare comme traitement actuellement, ce qui est appelé traitement actuel, si j'ai bien compris, ça fonctionne sur les symptômes et pas sur la cause. Alors, oui, les traitements actuels ont donné lieu à quelques discussions controversées. Voilà, c'est ça. Hein? Et donc, bon, chacun a son avis, mais on va dire que la grande majorité des vrais professionnels de la maladie d'Alzheimer, les neurologues, les gériatres, quelques psychiatres dont je fais partie, qui soignent ces patients, qui connaissent la prise en charge, qui sont respectueux des effets secondaires des médicaments qui sont proposés aujourd'hui, considèrent que c'est un grand tort que nous avons eu de dérembourser ces médicaments et un peu de les diaboliser.
Certes, ces produits sont un peu décevants. On aimerait qu'ils soient plus efficaces. Il n'en demeure pas moins qu'on a tous observé, et moi le premier, que ces produits, dès lors qu'à un moment ou un autre, ils sont arrêtés, parfois par oubli, parfois par nécessité, eh bien, il est fréquent que dans le mois qui suit, le patient qui prenait ces médicaments va décrocher. Les familles reviennent vers nous en disant « Mais que se passe-t-il, docteur ? Avant, il s'alimentait parfaitement tout seul et maintenant, il n'y arrive plus. » Ou avant, il parlait et maintenant, il parle avec difficulté. Donc, on voit bien qu'en réalité, ces médicaments freinent un peu le déclin. Alors, ils n'améliorent pas les fonctions, mais ils freinent un déclin, ce qui est très difficile à mesurer. Un déclin, comment on freine un déclin? On le voit quand on arrête les produits. D'accord? Et donc, ne pas proposer à quelqu'un qui peut supporter ces médicaments, car effectivement, ils ont quelques effets secondaires, donc on ne va pas les donner à n'importe qui. On ne va pas les donner à quelqu'un qui a beaucoup de comorbidités cardiaques, par exemple. On ne va pas les donner à une personne très âgée, très fragile. Mais chez un homme ou une femme de 70-80 ans, qui sont en pleine forme, qui ont peu de problèmes de santé et chez qui on sent qu'il y a une tolérance possible pour ces produits, eh bien, c'est dommage de ne pas leur proposer parce qu'on freine le déclin et on permet à ces gens de gagner 6 mois, 1 an, 2 ans d'autonomie. Donc, c'est pour ça qu'on poursuit quand on peut le traitement ou on l'introduit chaque fois que c'est possible. L'autre chose aussi qui est importante avec ces médicaments, c'est que dès lors que vous avez un traitement pour une maladie, cela signifie qu'il y a une prise en charge. On fonctionne un peu comme ça dans notre pays. Pour qu'il y ait une prise en charge, il faut qu'il y ait un traitement médicamenteux. S'il n'y a pas de médicaments, on se dit à quoi ça sert, pourquoi est-ce que je vais à l'hôpital, pourquoi je vais voir le toubib pour me faire suivre. Mais en réalité, la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, elle n'est pas que médicamenteuse. Elle est médicale parce qu'il faut faire en sorte que le patient n'ait pas de comorbidité, donc on le suit très près sur le plan général. Elle est psychiatrique ou psychologique, on s'assure qu'il ne soit pas déprimé, pas anxieux, qu'il dorme bien, etc. On s'assure aussi que l'entourage supporte bien les choses. Et elle est sociale parce que ça coûte très, très cher, qu'il faut les aider avec des assistantes sociales, avec des aides matérielles, financières, etc. Et donc, c'est une prise en charge globale. Et donc, quand on a un médicament à proposer, on fait venir les gens à l'hôpital et on leur parle de tout ça. S'il n'y a rien à proposer, les gens sont dans la nature, un peu perdus, et c'est compliqué pour eux. Super, merci. Merci beaucoup. Merci Olivier de la Doucette. Je rappelle que vous êtes président fondateur de la Fondation Recherche Alzheimer. Merci beaucoup. Merci.